Bonjour et merci de nous retrouver pour une nouvelle émission de Sagesse bouddhiste. Une émission qui nous emmène durant 2 dimanches à la découverte approfondie du moi à travers l'expérience et les connaissances de notre invité Alix Helm Guizon, Myosho de son nom du Dharma. Si le moi n'a pas de solidité, alors qui suis-je? C'est en démontant scientifiquement la notion du moi que notre invité s'est posé cette question et a emprunté la voie bouddhique pour l'approfondir. Ce que la méditation zen lui a appris est tout aussi déstabilisant, mais bien plus réconfortant. Une expérience personnelle rare que nous allons découvrir aujourd'hui, tandis que la semaine prochaine, nous verrons comment précisément les neurosciences et le bouddhisme convergent pour déconstruire la notion de moi. Nous avons donc le grand plaisir de recevoir Alix Myosho. Bonjour. Bonjour. Alors, vous êtes donc nonne zen, ayant reçu la transmission du Dharma de votre maître Pierre Dokan Crépon. Vous êtes responsable d'un dojo zen à Angers. Et puis, côté scientifique, vous êtes titulaire d'un doctorat en neurosciences avec une thèse sur la mémoire. Et puis aussi, dans la vie active, vous enseignez les SVT en classe préparatoire. Merci beaucoup de nous faire connaître un petit peu toutes vos spécialités. Alors, comment a commencé précisément votre intérêt pour connaître la nature du moi? C'est quand j'étais enfant, je pense que j'avais 7 ans et demi peut-être. J'ai eu l'impression que le temps devenait continu. En fait, d'avoir conscience de moi de façon continue, alors qu'avant j'avais eu conscience de moi mais par flash. Et c'est une expérience qui m'a profondément marquée. Et à partir de ce moment-là, je me suis fascinée pour toutes les expériences de l'esprit. Et je pense que mon intérêt pour les neurosciences, puis après pour le bouddhisme, a démarré là. Et qu'est-ce que vous avez découvert finalement en étudiant le fonctionnement du cerveau? Lors de mes études, j'ai été assez choquée d'apprendre qu'en fait, je ne contrôlais pas ma vie et que je ne décidais pas réellement ce que je croyais décider. C'était très, très, très gênant. Ils nous proposaient notamment une expérience dans laquelle les gens regardaient un cadran où ils devaient regarder la petite aiguille et mémoriser le moment où ils avaient décidé d'aller appuyer sur un bouton. Et en même temps, on enregistrait ce qu'ils faisaient. Et systématiquement, l'ordre d'aller appuyer le bouton était lancé plusieurs centaines de millisecondes avant que la personne ait conscience qu'elle avait décidé d'appuyer sur le bouton. C'est-à-dire que c'est le traitement non conscient qui décide et il informe après coup le cerveau conscient qu'il va faire les choses. Et pire que ça, on se raconte qu'on a décidé pour une bonne raison. Et ça, c'était une autre expérience qui a été faite. On disait aux gens qu'ils allaient entrer dans une pièce pour faire une expérience. Et en fait, l'expérience était dans la salle d'attente. Il y avait un panneau sur lequel il y avait des publicités. Puis mélangé aux publicités, une image subliminale. C'est-à-dire qu'elle passe tellement vite que consciemment, on ne la voit pas. Et l'information disait « levez-vous ». Ils se sont tous levés. Et quand on leur a demandé après « mais pourquoi vous êtes-vous levés ?» Chacun avait une bonne raison. Alors, il y avait celui qui avait un papier à jeter, il y avait celui qui avait besoin de se dégourdir les jambes. Ils avaient tous une bonne raison de le faire, mais aucun n'a admis qu'il s'est levé sans savoir pourquoi et qu'il a imaginé, après coup, une bonne raison de se lever. Donc, nous croyons décider, nous croyons savoir pourquoi nous décidons, alors qu'en fait, l'essentiel du traitement est non conscient et quand ça vient à la conscience après coup, on se raconte une histoire par rapport à nos décisions. On essaye toujours de créer une cohérence parce que ce que l'on ressent d'un moment à l'autre est extrêmement différent et si on le regarde bien, complètement incohérent. Et nous créons un discours pour recréer de la cohérence. Et c'est le discours qui fait de la cohérence. Le moi en lui-même n'est pas cohérent. Alors, vous avez fait une thèse sur la mémoire. Qu'est-ce que cela vous a appris? Ça m'a appris que la mémoire n'était pas ce que je croyais. Pour moi, la mémoire, c'était un album photo, je prends le souvenir dont j'ai envie, puis quand j'ai fini, je referme l'album photo et tout va bien. Alors déjà, c'est pas une photo qui est dans l'album, parce que quand nous mettons en mémoire, on met aussi en mémoire ses sentiments, ses sensations et d'une certaine façon notre représentation du monde. Donc c'est déjà quelque chose de très traité, très transformé qui est dans l'album. Donc déjà, c'est pas une photo, mais c'est pas ça le pire. C'est que quand j'essaye de me souvenir de quelque chose, je refais exactement le même traitement qu'au moment où je veux le mettre en mémoire. C'est-à-dire qu'avec mon sentiment de maintenant, mes sensations de maintenant et ma façon de me représenter le monde de maintenant, je retraite le souvenir et après, je le remets en mémoire. C'est comme si, prenons une image. Disons que c'est une photo, pour simplifier, une photo du passé. Et je prends une photo de maintenant. Eh bien, en fait, se souvenir de quelque chose, c'est comme si je coupais un petit morceau la photo du passé, que je coupais un petit morceau la photo de maintenant, que je mélangeais tout ça et que je le recollais dans l'album photo.
Et chaque fois que je vais me souvenir de quelque chose, je vais à nouveau recouper cette nouvelle photo déjà bien transformée en remêlant à maintenant. Oui, ça veut dire que ce qu'on croit être du passé est en fait un tout petit peu du présent. Pour le cerveau, le passé n'existe pas. Il traite l'information du passé exactement comme il traite l'information du présent. Donc, on ramène le passé au présent, on le fait revivre dans le cerveau comme si c'était du présent. Donc, pour le cerveau, le passé, ça n'existe pas. Et le futur n'existe pas davantage. Le futur, c'est juste imaginer des possibles comme s'ils étaient maintenant. Il n'y a pas de passé pour le cerveau. Alors, précisément, toutes ces connaissances scientifiques que vous avez découvertes, comment vous ont-elles amené à la voie bouddhique? Eh bien, ça m'a amené à l'idée que le moi n'était pas tellement stable, hein, avec tout ce qu'on voit là. C'est que c'est quelque chose qui n'est pas extrêmement consistant. Mais pour autant, ça ne nous amène pas de réponse. C'est-à-dire, on ne sait pas quoi faire dans la vie courante. Les scientifiques séparent ce qu'ils constatent, que ce moi n'est pas très très stable, de leur vie, où ils font comme si c'était une donnée parfaitement évidente. Donc j'étais vraiment pas satisfaite. Puis en plus, ça génère de l'anxiété que nos croyances sur ce qui constitue la vie, les souvenirs, etc. Tout ça est cassé en petits morceaux. Et on se retrouve avec plutôt de l'anxiété. Et moi, ça m'a même amené à la dépression. Et je voulais trouver des réponses. Alors j'ai cherché dans la philosophie, mais j'ai pas trouvé parce que la philosophie occidentale est basée sur l'être. Moi, justement, je trouvais que l'être, ça marchait pas beaucoup. La psychologie, ça m'a pas beaucoup avancé non plus. Et donc, finalement, c'est comme ça que pour chercher des réponses, je suis allée vers la voie bouddhique. Et alors, comment avez-vous rencontré votre maître? Alors, ça s'est fait progressivement. Et quand la première fois où on a fait des questions-réponses un peu officielles, donc ce qu'on appelle un mondo, j'étais travaillée par toutes ces questions. Et donc, je lui ai demandé, si le moi est pas consistant, s'il est pas solide, alors qui je suis, moi? J'ai pas vraiment compris la réponse qu'il m'a donnée à l'époque. Mais 3 ans après, j'ai demandé à recevoir les préceptes et il m'a donné ce nom de dharma, Myo-sho. Donc, sho, c'est la nature. Ça peut être la nature d'une personne, mais c'est la nature de toute chose. Ça peut vouloir dire vie aussi. Et myo, c'est merveilleux. Au sens, c'est ineffable. On va pas pouvoir l'enfermer dans une formule. On peut pas l'attraper et dire ça y est, je sais ce que c'est. Et donc, la façon dont je comprends ce nom de dharma, c'était tant que tu chercheras à attraper ce moi par l'intellect, en essayant de le mettre dans une formule, dans une idée, toujours il va t'échapper. Mais c'est vrai en fait pour toute chose, que la nature de toute chose ne peut pas être saisie par les mots. Et alors, comment pouvez-vous articuler vos connaissances scientifiques, justement, d'un côté, et puis votre expérience de la loi dharmique? Eh bien, il y a quelque chose qui s'articule très bien. C'est les 4 nobles vérités et le fonctionnement du cortex pariétal. Le cortex pariétal droit s'active pour tout ce qui concerne moi et le gauche pour tout ce qui concerne les autres. Et ça va même plus loin. Tout ce que je peux toucher, mon cortex pariétal considère que c'est moi. Et tout ce qui est hors de ma portée, vous par exemple, il va considérer que c'est autre. Ça veut dire que en permanence, je construis mon moi par tout ce que je peux toucher, tout ce que je peux attraper. Mais physiquement, vous voulez dire? Physiquement, et donc bien sûr aussi mentalement, parce que le cerveau ne fait pas la différence entre le physique et le mental. Par exemple, la douleur physique et la douleur psychique sont traitées exactement au même endroit. Et donc on peut tout à fait proposer que psychiquement aussi, tout ce qu'on veut attraper devient le moi. Donc je vais passer mon temps à attraper pour enrichir mon moi, pour le faire vivre. Et tout ce qui se colle à moi et que je ne désire pas, je vais aussi devoir le rejeter, parce que tout ce qui rentre en contact avec moi devient moi, que je le veuille ou que je ne le veuille pas. Et là, on voit les 3 poisons. Je veux toujours attraper pour faire quelque chose qui devienne moi. Je veux toujours rejeter parce que je ne veux pas que ça m'appartienne. Et j'ignore complètement que mon cerveau fait ça en permanence. Mais alors, est-ce que la méditation n'est pas finalement aussi déstabilisante que la science, en tout cas que ce que la science vous a révélé? Alors, d'un côté, c'est déstabilisant parce qu'on est complètement impliqué. C'est pas juste une connaissance intellectuelle. Mais d'un autre côté, c'est au contraire réconfortant. Quand le moi est attaqué par la science, je vous l'ai dit, c'est plutôt anxiogène. Alors que quand on se dépouille du moi à travers la pratique spirituelle, au contraire, c'est une source de joie. Et on se relie davantage aux autres, on comprend davantage cette interdépendance. On est vraiment soutenu par les vœux qui nous aident énormément. On est soutenu par les autres. Et donc, au contraire, c'est source de joie. Qu'est-ce que vous apporte la voie zen que vous avez choisie?
Alors, plusieurs choses. D'abord, moi, je suis une intellectuelle, donc ça m'apprend à arrêter de vouloir toujours tout comprendre et tout attraper. Mon maître n'arrête pas de me répéter que ça, c'est que des mots. Donc, ça m'oblige à me détacher un petit peu de cette envie de toujours tout comprendre. Et puis, le hasard a fait que la voie bouddhique que j'ai rencontrée soit du grand véhicule. Et pour moi, ça a été un koan. J'ai jamais compris pourquoi il faut pratiquer avec les autres, pour les autres. J'ai mis très très longtemps à comprendre en fait la force qu'il y a à pratiquer tous ensemble et à s'oublier dans le groupe pour faire quelque chose en étant tous ensemble. C'est vraiment quelque chose que je ne comprenais pas au démarrage et qui est très puissant. Est-ce que vous pensez que la science peut aider à pratiquer ou est-ce qu'au contraire c'est un frein quand on sait ce qui se passe dans son cerveau? Alors, je pense que ça peut aider surtout les gens qui sont peut-être un peu effrayés par des propositions comme le moi n'existe pas, il n'y a pas de passé, de présent et de futur, des choses qui peuvent sembler un peu rebutantes. Donc, ça peut aider parce que ça va nous familiariser, mais ça a ses limites. Nous avons un koan dans le zen qui dit qu'il faut monter au sommet d'un mât de 100 pieds, mais une fois qu'on est en haut, il faut encore faire un pas. Je pense que le savoir, les neurosciences peuvent nous aider à monter en haut du mât. Mais après, il faut faire un pas de plus. Et pour faire ce pas de plus, il faut vraiment avoir l'intuition, une intuition profonde que la voie est bonne, que la voie est vraie, et que on va pouvoir se lancer, qu'on sera porté par la force des vœux, porté par les autres, porté par la loi bouddhique, donc en gros porté par les 3 trésors, que tout ça va nous porter pour oser se jeter de tout son cœur, de tout son être, se lancer vraiment dans la voie et que ça reste pas quelque chose d'intellectuel. Vous voulez dire qu'il y a aussi une notion de cœur, de foi? Oui, je pense que pour faire ce pas supplémentaire, on a vraiment besoin d'avoir l'intuition qu'il y a quelque chose de bon pour nous. Et dans le bouddhisme, c'est ça qu'on appelle la foi, parce que c'est pas dogmatique. Après, on va vérifier par soi-même. Et c'est ça que j'ai beaucoup apprécié dans le bouddhisme. On va vraiment vérifier par soi-même que c'est effectivement bon pour nous-mêmes, bon pour les autres. Et tout doucement, cette foi va grandir. Mais il faut quand même avoir l'intuition au démarrage pour oser faire le pas. Parce que finalement, le bouddhisme, tel qu'il révèle les choses, est quand même aussi assez déstabilisant, assez inquiétant. J'ai remarqué que beaucoup de gens étaient un peu sur la réserve, étaient justement un peu inquiets, notamment à partir de cette idée qu'il n'y a pas de moi. La première réaction, c'est « mais si ». J'existe. Mon expérience de tous les jours, c'est que je vois un moi qui est stable. Pourquoi vous me dites ça? Et ça n'a pas de sens ce que vous me dites. Donc peut-être que ça peut aider justement à dire ce n'est pas que vous n'existez pas, mais ce moi est plus un processus que quelque chose de solide, plutôt qu'un objet. Ce que vous prenez pour un sujet est en fait un phénomène qui se réactualise en permanence. Merci beaucoup, Alix Miochaud, d'avoir été notre invitée aujourd'hui. Puis on vous retrouve avec hâte dimanche prochain pour la suite. Voici à présent quelques propositions de livres en rapport avec le thème de l'émission. Tout d'abord, Bouddha au temps des neurosciences de James Kingsland, édition Duno. En s'appuyant sur les dernières recherches scientifiques, l'auteur explique comment la méditation agit sur le cerveau et pourquoi elle est utile pour atteindre un meilleur bien-être mental et physique. Ce livre propose aussi quelques exercices simples pour s'initier à la pratique méditative. Pourquoi Dieu ne disparaîtra pas quand la science explique la religion d'Andrew Newberg et Eugène D'Aquili, édition Sully. Un ouvrage passionnant sur les relations complexes entre la spiritualité et le cerveau. Il explique comment la nature de notre conscience induit les phénomènes spirituels. Et puis Vivre par vœux de Shohaku Okumura, édition Le Prunier Sully. On trouve ici les explications très claires de 8 des textes fondamentaux que récitent quotidiennement les pratiquants du Zen Soto, dont le Sandokai, des commentaires issus de la longue expérience et de la bienveillance du maître japonais. Voilà, cette première partie d'émission touche à sa fin. Vous pouvez la revoir durant un mois en replay sur France TV. Merci à tous de nous avoir suivis. Nous vous retrouvons avec hâte donc pour la suite de cette émission la semaine prochaine. Bon dimanche à tous et belle semaine. Merci.